Alors que Marie, en fait, est auteure d'un livre sur les dessous de notre alimentation, sur la face cachée de nos assiettes, qui s'appelle Maigret & Co. Va vous en lire un petit extrait. Elle anime un blog depuis plusieurs années qui s'appelle Délices et Décadence sur le site dumonde.fr. Et au quotidien, entre les livres que tu écris, tu as fondé un atelier de recherche-action sur les systèmes alimentaires durables. Et donc, pour introduire cette journée de réflexion sur comment bien se nourrir, elle va vous proposer la lecture de 2 extraits sur deux aliments qu'on trouve dans le sud-ouest. Elle a enquêté, c'est une très belle enquête, c'est très bien écrit. Voilà, elle a été tracée un petit peu la provenance des aliments en racontant ce qu'elle a trouvé, elle, entre les mythes, les grands récits qu'on nous raconte sur le magret, sur le vin, sur la lamproie bordelaise, et ce qu'elle a trouvé en fait réellement. Donc je te laisse la parole, je te donne mon micro en fait. Merci Anne-Sophie. Bonjour. Alors je vais rentrer tout de suite dans cette lecture. Donc, je vais vous proposer. Alors, donc, c'est un livre en fait qui est un menu imaginaire. Donc, ça part de quelques recettes de cuisine qui servent de prétexte d'entrée en matière à mes enquêtes de terrain, qui ont été menées sous un angle d'anthropologie sociale, donc avec beaucoup d'entretiens, beaucoup de rencontres, beaucoup d'observations sur le terrain. Là, on va attaquer non pas par l'entrée, mais par le fromage. Donc, je vais vous proposer une petite lecture sur le fromage de brebis des Pyrénées. Et puis ensuite, sur ce que j'ai appelé les bouillies et boules de farine, c'est-à-dire des recettes faites à base de farine de maïs. Donc d'abord le fromage, voilà, texte qui est issu d'une enquête menée dans les vallées, dans les estives pyrénéennes. Plus nous descendons et à mesure que nous nous rapprochons des villages, les points de vente de fromage se multiplient. Écriteaux plus ou moins droits, annonçant vente de fromage, petite cahute de bois présentant 3 ou 4 tomes bien faites, camionnettes stationnées sur le côté de la route affichant « Pure brebis, vallée d'Ossau ». Des pâturages, des brebis, du fromage. Aucun doute pour le promeneur par l'odeur alléchée, il est bien arrivé au pays du fromage. Les prix sont compétitifs et suscitent l'envie d'en acheter de grosses tranches. Un morceau de celui-là, puis un morceau de celui-ci, sans nécessairement s'interroger sur les conditions de fabrication de tous ces fromages. Il ne nous a pas semblé que les quelques petites cabanes de bois aperçues en altitude offraient toutes les conditions nécessaires à la production et au stockage de fromage. Et quelle que soit la réalité de production sur les hauteurs, les fromages fabriqués en été ne se vendent pas en été, mais seulement à partir du mois de décembre, parole de berger. Trêve d'images populaires, les innombrables tomes débités en larges morceaux l'été sont des fromages d'hiver, vraisemblablement produits dans des fermes, dans des ateliers artisanaux plus industriels. S'intéresser au volume de production du fromage d'estive n'est pas une mince affaire, car les discours varient fortement d'une personne à une autre, qu'il s'agisse des professionnels ou des habitants des vallées. S'il est plaisant pour le mangeur posant un petit triangle fin de fromage de brebis sur son rectangle de pain de visualiser un vieux berger fabriquant ses fromages à 2000 mètres d'altitude, il s'avère essentiel d'avoir la curiosité de chercher à découvrir les dessous de ces représentations fromagères. D'autant que bon nombre de locaux diffusent les mêmes mythes fromagers, arguant de tradition et d'authenticité pour chanter les vertus de leur montagne. À la Reims, gros bourg de la vallée d'Ossau, le propos entendu est traditionnaliste à souhait, preuve ethnographique à la clé. Les ustensiles utilisés il y a encore quelques dizaines d'années par la grand-mère sont décrochés des poutres pour nous apporter toutes les explications nécessaires à la compréhension du fromage en estive. C'est le discours d'en bas. Bien sûr que les fromages sont encore fabriqués en estive, nous dit-on. Les cabanes à traite sont faits pour ça et les bergers n'hésitent pas à rester 4 mois en altitude, de début juin à fin septembre, pour garder leurs brebis, les traire 2 fois par jour et fabriquer les fromages qui seront redescendus à la fin de l'été pour être vendus l'hiver. Et il faut le goûter, ce fromage, si différent de celui d'hiver, car on ne sait jamais ce qui est donné au manger aux brebis dans les bergeries, alors que dans les pâturages. À ce stade de notre balade fromagère, il nous semble pertinent d'aller écouter le discours d'en haut, celui des bergers, vivant une partie de l'été au pied des sommets. C'est en vallée d'Aspe, à l'Esquin, que nous décidons de poser notre tente et enquêtons alors sur les possibilités d'accès aux différents caillolards du cirque. C'est là-haut, pensons-nous, que nous découvrirons peut-être ce qu'est réellement le fromage d'estive. La fiche INAO de l'Ossau-Iraty explique que les brebis doivent pâturer au minimum 240 jours par an, quand le site promotionnel du syndicat de défense de l'AOC Ossau-Iraty évoque les zones d'élevage des brebis concernées par l'appellation, les coteaux basques, la montagne basque et la montagne béarnaise. Rien n'indique cependant que les fromages soient fabriqués en altitude, et pour cause.
Il importe de ne pas confondre les dénominations. Ossau-Iraty ne signifie en rien que le fromage est produit en altitude, et si les discours traditionnalistes locaux mentionnent avec force l'importance de la production de fromage fermier en estive, la réalité des volumes n'est peut-être pas au rendez-vous. Le 31 juillet 2014, chaussures de randonnée aux pieds, nous nous armons de bâtons trouvés sur le chemin et partons fièrement pour les quelques heures de marche nous séparant du caillolard d'Anaï, perché au-dessus du plateau Sanchez. Le soleil d'altitude nous accueille au sortir de la Hêtraie et quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivons au pied de la cabane. Le berger est occupé à traire ses brebis, à l'abri sous une petite cabane de traite sommaire. 2 mètres sur 1 mètre, un toit protège du soleil et des intempéries. Un tabouret sur lequel est assis le berger au travail et 2 trappes. L'une sur la droite de la cabane s'ouvre pour laisser passer la brebis arrivant de l'enclos, se referme pour la coincer devant le tabouret. En face d'elle, une fois la traite terminée, une autre trappe s'ouvre et laisse s'échapper l'animal qui part en bêlant. Le berger est causant, il ne croise pas beaucoup de promeneurs, sa cabane n'est pas sur les circuits fréquentés du coin. Entre tranquillité voulue et isolement forcé, il vit ici 4 mois par an, de fin juin à début septembre. Cette année, le climat est rude et l'été fatigant, nous explique-t-il d'emblée, de la pluie, encore de la pluie. Il dialogue volontiers, toujours trayant, toujours trayant. « Combien de brebis à sa charge ? Vous comptez les pattes et divisez par 4, répond-il avec un large sourire. 400 brebis à traire 2 fois par jour, soit 4 heures de travail le matin et 4 heures le soir. Entre les deux, il faut faire le fromage, fabriqué quotidiennement. Vous avez de la chance de trouver encore un berger dans sa cabane, nous dit-il, car ce n'est pas un métier d'avenir. Sans pour autant se plaindre de son quotidien, il raconte. 400 brebis, cela fait en début de saison environ 40 litres de lait par jour, l'équivalent de 2 fromages. À la fin de la saison, 2 tiers des brebis sont pleines et beaucoup déjà ne donnent plus de lait. Jusqu'à il y a peu, les fromages étaient descendus à dos d'âne régulièrement. Depuis quelques années, les cabanes ont bénéficié d'un financement européen qui permet le ramassage des fromages par hélicoptère. Ceci dit, le métier attire de moins en moins et les cabanes en activité disparaissent peu à peu. 3 subsistent encore sur la commune de l'Esquin. La sienne, celle de l'Ers, juste au-dessus du lac, et l'estive de Bonaris, à côté du col de Pau. Là encore, la différence de discours entre ceux d'en bas et ceux d'en haut se fait sentir. Que ce soit à l'épicerie du village ou à l'accueil du camping, le refrain de la tradition est valorisé. Bien entendu que les bergers produisent du fromage d'estive. Vous en trouverez tout autour de l'Esquin. Toujours trayant, notre berger évoque les nombreuses difficultés du métier. La vie de famille est impossible et les conditions de vie difficiles en altitude. D'autre part, il nous explique que les producteurs du village préfèrent agrandir leurs exploitations et produire plus, en bas, par facilité et puis par souci de rentabilité. Lui, en une saison, fabrique une centaine de fromages qu'il vend à des grossistes. L'autre raison de la disparition des cabanes, c'est la disparition des bergers. Car pour entretenir les estives, il faut qu'il y ait des brebis, et pour qu'il y ait des brebis, il faut qu'il y ait des bergers. Voilà pour cette première partie. Et je vais vous lire maintenant un petit extrait d'un terrain qui a été fait dans le Grand Sud-Ouest, mais principalement dans les Landes. J'ai travaillé sur le maïs. Non pas le maïs qui sert à nourrir le canard, mais le maïs qui a longtemps servi à nourrir les hommes. Aux sources de ce travail sur le maïs, un souvenir remontant à presque 10 années, resté en mémoire par l'insolence de ce lien spontané alors fait entre le goût retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique et le souvenir d'une recette mangée enfant, adolescent peut-être, dans un des berceaux de la pratique culinaire de la Cruchade, à Bordeaux. Rien d'étrange dans le fait de partir d'Amérique latine pour évoquer le maïs, non pas là-bas qualifié de consommation, mais bel et bien consommé, préparé, cuisiné dans de nombreux territoires. Notre histoire commence en Colombie, par une soirée tiède et humide à Bogota. Nous sommes ce soir-là les invités de nos hôtes et l'heure du dîner approche. Une grosse marmite laisse échapper une fumée claire qui accompagne à ravir la température de l'air. Une seule marmite reposant sur le feu à gaz, remplie d'eau et de feuilles de bananier soigneusement pliées et liées, garnie, semble-t-il, d'une préparation qui ne doit en aucun cas s'échapper dans l'eau bouillante. Une fois servie, alors que malhabilement nous déplions avec couteau et fourchette afin d'éviter la brûlure l'épaisse feuille dans notre assiette, survient cette expression. « Mais c'est de la cruchade !» Incongruité de la traditionnalité d'un terroir brusquement expatrié de l'autre côté d'un océan et d'un continent. Ce n'était pas de la cruchade. Les cuisiniers landais et girondins amateurs de la galette de maïs l'exposeraient avec savoir et habileté. Cela y ressemblait en revanche par la forme et le goût, la couleur également, peut-être surtout par l'odeur s'échappant de la feuille une fois celle-ci ouverte. Le retour au pays se fit attendre longtemps, et ce n'est que quelques années plus tard que la recette réapparut à la lecture d'un livre de cuisine régionale déposé sur la table d'une salle à manger bordelaise. À la page Cruchade, ce sont mélancoliquement la Colombie et le périple d'alors qui firent leur apparition imaginaire.
La galette de maïs refaisait ainsi inconsciemment surface, minutieusement enveloppée dans sa feuille de bananier. Une fois connaissance prise des ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette cosmopolite, sans la feuille de bananier, par souci de commodité, force fut rapidement de constater que ce n'était pas au supermarché du coin que l'on dégotait aisément de la farine de maïs. Il était pourtant bien indiqué farine, et non polenta, sur la page jaunie du vieux livre de cuisine. Comment était-ce ainsi possible qu'en territoire traditionnel de mangeurs de galettes faites de farine de maïs, qui plus est surface agricole historique de production de la céréale, il fut ainsi impossible de mettre la main sur un paquet de farine jaune. Seuls quelques fins connaisseurs de points de vente isolés de farine sauront expliquer avec quelques précisions et beaucoup de mystification où trouver encore la farine recherchée. Il existe bien encore un moulin dans les Landes, entre terre et mer, c'est là que je m'approvisionnais jusqu'à il y a peu, mais existe-t-il seulement encore ? Des moulins, tout au moins de taille humaine, malheureusement il n'y en a plus, et pour cause, puisque le secteur de la meunerie s'est formidablement concentré ces dernières décennies. Les plus valeureux et les irréductibles producteurs de farine de qualité notable, souvent issus de l'agriculture biologique, ont continué à produire. Les temps sont à la valorisation des installations de nouveaux meuniers ici ou là pour satisfaire une demande croissante de produits bons et locaux. C'est indéniable et c'est une réjouissance, mais la réalité apporte un tout autre constat que celui d'un retour à la production locale. De vieux moulins en négociants, de restaurateurs en collecteurs de céréales, notre quête de la farine de maïs nous a menés vers un des gros de la transformation du maïs. Un entretien avec le directeur de ce maïsier du Sud-Ouest a permis d'y voir un peu plus clair sur les débouchés de sa production, la place et la signification de la farine. Le patron de l'AKDSA a vite fait de dresser un portrait du secteur du maïs dans le Sud-Ouest qui nous éloigne encore une fois du mythe recherché. Mais alors, que sont devenus ces vieux moulins qui malheureusement n'en sont plus ? Quelques photographies de paquets de farine trouvés dans des ouvrages culinaires, une adresse imprécise, un nom évocateur pour celui ou celle sur la piste de la farine, le moulin de la Luc à Saint-Paul-en-Born, dans le département des Landes. Une histoire de meunerie, mais un présent éloigné de la production de farine pour cet ancien moulin, aujourd'hui haut hangar de tôle rouillée, à peine maladroitement signalé par une vieille pancarte tout aussi rouillée, nonchalamment plantée en haut d'un piquet et partiellement masquée par une branche feuillue. Il faut passer à 2 reprises devant l'endroit pour estimer judicieux d'aller garer la voiture sur le parking qui n'en est pas vraiment un. La forte chaleur de cette journée de juin enveloppe le site dans un flou vaporeux. Il est 14h30 et l'heure est à la sieste. Rien ne bouge. Quelques voitures et camionnettes passent sur la route nationale que nous venons de quitter. Sur la droite, une maison et de petites dépendances. En face, cette vieille tour de métal qui évoque plus le hangar désaffecté qu'un quelconque moulin. Les quelques marches séparant le bâtiment du sol mènent à une porte de métal. Y frapper ne servirait sans doute à rien. Qu'importe, le geste est tenté et la porte s'ouvre gentiment. « Que puis-je pour vous ?» Le rendez-vous avait été pris et quelques explications plus loin, le dialogue s'installe sur l'histoire de ce petit moulin devenu tour de tôle. Précisément situé entre terre et mer, le moulin de la Luc n'est malheureusement plus moulin que de nom, comme l'indique sans joie ni tristesse la propriétaire. L'activité de meunerie a dû depuis bien longtemps céder sa place à des activités rémunératrices permettant à l'entreprise de rester sur pied. La propriétaire du moulin explique que les rachats de petits moulins et les concentrations allant avec ont commencé en France dès l'après-guerre, faisant de quelques entreprises de véritables empires de la farine, maîtrisant chacune les filières dans leur intégralité, du grain à la baguette. Les meuniers produisant de la farine de maïs n'ont pas connu exactement la même aventure que ceux travaillant le blé, les débouchés étant fort différents. Mais pour ce qui est du rachat des petits moulins et de la concentration voulue dans l'optique de contrôler l'ensemble d'une filière et un marché conséquent, l'histoire paraît somme toute assez proche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Marie.